19 décembre 1944. Verdun, France. 16 généraux. Dans une pièce glaciale. 3 jours plus tôt, l'Allemagne a lancé sa plus grande contre-offensive depuis le débarquement. La 101e division aéroportée est encerclée à Bastogne. Eisenhower demande « Quand pouvez-vous contre-attaquer ?» Montgomery répond « Dans une semaine. » D'autres disent 10 jours. Patton se lève. 3 divisions, 48 heures. Un silence de mort s'installe dans la pièce. Ce que propose Patton n'a jamais été tenté. Faire pivoter une armée entière de 250 000 hommes de 90 degrés à travers la pire tempête de neige depuis des décennies. Se désengager du combat et attaquer. En 2 jours, Eisenhower le fixe du regard. Bradley pense qu'il a perdu la raison. Voici l'histoire de la manœuvre que les historiens militaires qualifient encore des impossibles et la réaction d'Eisenhower lorsque Patton l'a réellement exécuté. La promesse de Patton violait tous les principes de la logistique militaire. La 3e armée n'était pas positionnée près des Ardennes. Elle se trouvait à 225 km au sud, fortement engagée contre les forces allemandes dans la zone de recherche et de sauvetage, SAR. L'armée comptait 250 000 soldats, organisés en plusieurs corps de base, avec plus de 130 000 véhicules, dont des chars, de l'artillerie, des camions de ravitaillement, des ambulances et des véhicules de commandement. Ils attaquaient vers l'est en Allemagne. Lorsqu'Eisenhower convoqua Patton à Verdun, l'ampleur de ce que Patton proposait était stupéfiante. Faire pivoter une armée de campagne entière de 90 degrés tout en maintenant son efficacité au combat n'avait jamais été tentée dans la guerre moderne. Chaque division, régiment, bataillon et compagnie aurait besoin de nouveaux ordres. Les batteries d'artillerie, positionnées pour tirer vers l'est, devraient se déplacer, parcourir jusqu'à 240 km sur des routes hivernales et établir de nouvelles positions de tir. Orientées vers le nord, les unités de chars, engagées contre les forces ennemies devaient se désengager sans être poursuivies, faire demi-tour et traverser le blizzard pour rejoindre de nouvelles zones de ralliement. Les lignes de ravitaillement orientées vers l'est nécessitaient une reconfiguration complète pour soutenir les opérations vers le nord. Les conditions météorologiques ont tout aggravé. Décembre 1944 a apporté les pires conditions hivernales qu'ait connues l'Europe depuis 38 ans. Les températures ont chuté à moins 20 degrés Celsius. La neige tombait sans cesse. Les routes, à peine praticables en été, sont devenues des pièges mortels recouverts de glace. La visibilité chutait à presque zéro lors des averses de neige. Les moteurs des véhicules gelaient pendant la nuit, nécessitant des heures pour redémarrer. Les soldats qui avaient combattu dans des conditions relativement sèches en direction du Sahara étaient désormais confrontés à la guerre hivernale en plein hiver. Lorsque Patton a fait sa promesse à Verdun, il ne bluffait pas. Pendant que les autres commandants dormaient la nuit précédente, l'état-major de Patton avait travaillé à l'élaboration de plans d'urgence. Il avait anticipé qu'Eisenhower pourrait avoir besoin d'une 3e armée pour répondre à l'offensive allemande. Son officier des opérations avait élaboré 3 plans d'attaque, l'un avec 3 divisions, l'un avec 4, l'autre avec 6. Les ordres de mouvement étaient rédigés, la reconnaissance des itinéraires avait été effectuée, les besoins en carburant calculés, les plans de déplacement de l'artillerie préparés. Mais élaborer des plans et les exécuter étaient 2 choses différentes. La 4e division blindée mènerait l'attaque, la formation la plus expérimentée et la plus offensive de Patton. Derrière elle viendraient les 26e et 80e divisions d'infanterie. Ces 3 divisions devraient se désengager des opérations en cours, parcourir entre 120 et 240 km selon leur position de départ, et être prêtes à attaquer les forces allemandes défendant les accès à Bastogne le 22 décembre. Eisenhower étudia attentivement Patton lors de la réunion de Verdun. Le commandant suprême connaissait parfaitement les forces et les faiblesses de Patton. Ils avaient servi ensemble pendant des décennies. Eisenhower avait protégé Patton après les incidents de Gifle en Sicile. Il appréciait son instinct offensif et son génie tactique, mais il connaissait aussi sa tendance à la confiance excessive et son aversion pour les opérations défensives et les retards. La question était de savoir s'il s'agissait d'un coup de génie tactique ou d'une dangereuse témérité.
Si Patton échouait, si la troisième armée ne parvenait pas à effectuer le virage, à atteindre Bastogne à temps, ou si elle arrivait trop désorganisée pour combattre efficacement, les conséquences seraient catastrophiques. La 101e division serait submergée. L'offensive allemande pourrait percer jusqu'à la rivière Meuse. La stratégie alliée pour l'ensemble du front occidental s'effondrerait. L'approche prudente de Montgomery semblait soudain raisonnable. Prendre une semaine pour organiser correctement les forces, assurer un approvisionnement adéquat, coordonner l'appui aérien et planifier une progression méthodique garantirait le succès. L'approche de Patton misait tout sur la rapidité et l'audace. Eisenhower prit sa décision. Il autorisa l'attaque de Patton pour le 22 décembre, mais ses paroles à Patton furent mesurées. La situation ennemie se détériore rapidement. Je veux que vous fonciez vers le nord-ouest avec des forces importantes pour secourir Bastogne. Lancez l'attaque dès que vous le pourrez avec les moyens dont vous disposez. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre. À la fin de la réunion, Bradley prit Patton à part. Son message était direct. George, vous avez intérêt à tenir parole. Tous les généraux présents dans cette salle vous ont entendu promettre quelque chose que la plupart jugent impossible. La réponse de Patton fut tout aussi directe. Je serai à Boston pour Noël, du 19 décembre au soir jusqu'au 22 décembre à l'aube. Ce qui suivit devint un cas d'école en matière de commandement militaire et d'excellence d'état-major. Si les récits dramatiques se concentrent sur la personnalité de Patton, la véritable histoire fut celle de la compétence organisationnelle mise en œuvre dans des conditions impossibles. Les ordres de mouvement furent diffusés immédiatement après la conférence de Verdun. Les commandants de division reçurent des directives écrites précisant les itinéraires, les horaires, les points de rassemblement et l'attaque objectif. L'état-major central se coordonna avec les officiers logistiques pour assurer l'établissement de dépôts de carburant le long des routes de déplacement. Les bataillons du génie se préparèrent à dégager les routes et à entretenir les ponts. La 4e division blindée, commandée par le major-général Hugh Gaffey, entama sa progression en premier. En tant que formation la plus expérimentée de la 3e armée et désignée fer de lance des secours, elle bénéficiait de la priorité sur les routes et le carburant. Les commandements de combat A et B, les deux principaux éléments de manœuvre de la division, commencèrent leur marche d'approche dans la nuit du 19 au 20 décembre. Les conditions routières étaient cauchemardesques. La glace recouvrait toute la chaussée. La neige réduisait la visibilité à quelques dizaines de mètres lors des averses. Des véhicules glissaient hors des routes et finissaient dans les fossés. L'espacement des convois, normalement mesuré en mètres, s'étendit à des centaines de mètres. Les conducteurs avançant au pas pour tenter de garder le contrôle. Ce qui aurait dû être des déplacements de 8 heures s'étira sur 14 ou 16 heures. La 26e division d'infanterie, commandée par le major-général Willard Paul, était confrontée à des conditions encore plus difficiles. Ses positions de départ étaient plus éloignées de Bastogne que celles de la 4e division blindée. Les régimes de la division se déplaçaient en colonnes séparées afin d'éviter d'importants embouteillages. Les soldats voyageaient dans des camions ouverts par des températures glaciales. Les engelures devinrent une préoccupation majeure. Les unités arrivant au point de rassemblement avaient besoin de temps pour que les soldats se réchauffent avant de pouvoir combattre efficacement. La 80e division d'infanterie, sous les ordres du major-général Horace McBride, rencontra des difficultés similaires. Cette division avait été fortement engagée dans des combats avant de recevoir ses ordres de mouvement. Elle dut se désengager du contact avec l'ennemi, se réorganiser et entamer sa marche d'approche. Tout cela pendant que les forces allemandes tentaient d'exploiter le repli. Les régimes de McBride effectuèrent des replis en combattant, établirent des arrière-gardes, puis se déplacèrent vers le nord par étapes. Derrière les divisions de combat se trouvait le soutien logistique, essentiel au maintien des opérations. Les bataillons d'artillerie, la lourde puissance de feu qui devait appuyer l'attaque, se déplaçaient séparément de l'infanterie qui serait en appui. Chaque batterie d'artillerie devait calculer de nouvelles données de tir pour des terrains et des cibles différents.
Les centres de direction de tir avaient besoin de temps pour établir les communications avec les observateurs avancés. Les camions de munitions devaient emprunter les mêmes routes verglacées tout en transportant des tonnes d'obus. Les convois de ravitaillement s'étendaient sur des kilomètres. Les camions-citernes transportaient l'essence et le diesel nécessaires au fonctionnement des chars, des camions et des générateurs. Les camions de munitions transportaient des obus d'artillerie, des munitions pour armes légères et des munitions pour chars. Des munitions. Les compagnies médicales ont acheminé des ambulances et des équipes chirurgicales. Les compagnies de maintenance ont transporté des mécaniciens et des pièces de rechange. Les compagnies de transmission ont transporté des radios et du matériel de communication. Patton a personnellement supervisé chaque phase du mouvement. Son état-major a tenu des rapports horaires sur l'avancement de chaque division. Lorsque des goulots d'étranglement se sont formés, la police militaire a été dépêchée pour réguler la circulation. Lorsque des unités ont pris du retard, Patton a appelé personnellement les commandants pour exiger une accélération du mouvement. Son chef d'état-major a raconté plus tard que Patton n'avait dormi que 4 heures au total pendant ces 72 heures. Le 21 décembre, les 3 divisions approchaient de leur zone de rassemblement au sud de Bastogne. Elles avaient parcouru des distances allant de 120 à 240 km dans des conditions hivernales qui auraient dû rendre un tel mouvement impossible. Les pertes de véhicules dues à des pannes mécaniques et à des accidents liés aux intempéries ont été importantes, mais pas catastrophiques. La cohésion des unités a été maintenue. Les soldats étaient épuisés et transis de froid, mais prêts à combattre. Le commandement allemand, observant ces mouvements, était stupéfait. Leur service de renseignement avait repéré les positions de la 3e armée dans la région de la Sarre. Ils savaient que les forces américaines y étaient fortement engagées. L'apparition de divisions entières sur un front complètement différent, à 225 km de là, moins de 72 heures après le début de l'offensive des Ardennes, semblait impossible. Les commandants allemands avaient calculé que la riposte américaine prendrait au moins une semaine, un délai suffisant pour que les forces allemandes s'emparent de Baston et poursuivent leur progression vers le Meuse. Le 22 décembre à 6 heures, exactement 48 heures après la promesse de Patton à Verdun, la 4e division blindée attaqua vers le nord, en direction de Baston. Derrière elle, les 26e et 80e divisions d'infanterie se déployaient en vue d'un assaut coordonné. Patton avait tenu sa promesse, au moment précis où il l'avait promise. Pendant que Patton exécutait sa manœuvre, Eisenhower gérait la crise dans son ensemble, menaçant de détruire la stratégie alliée. Pour mettre fin à la guerre, la perspective du commandant suprême était fondamentalement différente de l'approche tactique de Patton. Eisenhower commandait plus de 3 millions de soldats répartis dans de multiples groupes d'armées, des Pays-Bas à la Suisse. Cette décision a affecté toute la situation stratégique. L'offensive allemande dans les Ardennes a eu un effet de surprise totale. Plus de 200 000 soldats allemands, appuyés par près de 1000 chars, ont déferlé sur les positions tenues par 4 divisions américaines inexpérimentées ou affaiblies. En 48 heures, les fers de lance allemands ont pénétré de 48 km dans les lignes alliées, créant une brèche importante sur le front. Le commandement et le contrôle américains étaient désorganisés. Les communications étaient coupées. Les unités étaient dispersées et isolées. Personne ne connaissait l'étendue de la pénétration allemande ni leurs objectifs. Le premier défi d'Eisenhower était d'éviter la panique. Certains officiers d'état-major préconisaient un repli immédiat vers des lignes plus défendables. D'autres voulaient concentrer toutes les forces disponibles pour une contre-offensive. Eisenhower a insisté sur le maintien des carrefours routiers stratégiques tout en organisant une riposte méthodique. Sa réunion du 19 décembre à Verdun visait à mettre de l'ordre dans le chaos et à établir un plan coordonné. Lorsque Patton promit les 48 heures, Eisenhower dut prendre en compte de nombreux facteurs. Le premier était la faisabilité militaire. La 3e armée pouvait-elle réellement exécuter une telle manœuvre? Eisenhower avait constaté de visu les capacités de Patton en Sicile et en France. Il savait que l'état-major de Patton était exceptionnellement compétent et que la 3e armée était devenue peut-être la formation américaine la plus agressive et efficace en Europe. Mais cette opération
dépassait tout ce qui avait été tenté auparavant. Le deuxième facteur était la nécessité stratégique. La 101e division aéroportée à Bastogne était cruciale. Si les forces allemandes s'emparaient de la ville et de son réseau routier, elles auraient des voies dégagées vers la rivière Meuse et potentiellement vers Anvers. Perdre Bastogne pourrait signifier perdre la bataille. Eisenhower avait besoin de renforts américains pour atteindre Bastogne avant que les forces allemandes ne puissent submerger la garnison. Le troisième facteur était la considération politique. Les relations entre les commandants américains et britanniques étaient tendues. Montgomery avait reçu le commandement temporaire des forces américaines au nord de la percée allemande, une décision qui exaspéra les généraux américains. Si Montgomery parvenait à lui seul à sauver la situation grâce à une approche méthodique, tandis que Patton échouait par une agression téméraire, cela confirmerait les arguments britanniques concernant la compétence du commandement américain. Eisenhower avait besoin que les forces américaines démontrent leur capacité à réagir efficacement face à une crise. Le quatrième point concernait l'allocation des ressources. Engager la troisième armée pour le secours de Bastogne signifiait abandonner les opérations dans le Sahara qui avaient connu du succès. Les forces allemandes qui auraient subi la pression de la troisième armée au sud pouvaient désormais se redéployer ou se renforcer ailleurs. L'équilibre opérationnel sur le front occidental allait être complètement bouleversé. Eisenhower autorisa l'opération de Patton en sachant qu'il s'agissait d'un pari énorme si la troisième armée ne parvenait pas à réussir le retournement de situation. S'ils arrivaient à Bastogne trop désorganisés pour combattre efficacement, ou si les forces allemandes les battaient en profondeur lors de la marche d'approche, les conséquences seraient catastrophiques. Eisenhower en porterait la responsabilité. Son chef d'état-major, le lieutenant-général Walter Bedell Smith, exprima ses inquiétudes quant au risque. La réponse d'Eisenhower reflétait sa philosophie de commandement. Patton est capable de mener à bien cette opération, s'il y a bien une personne capable de le faire. Nous devons accepter le risque, car l'alternative, la défaite et la percée de l'offensive allemande, est inacceptable. Du 20 au 21 décembre, Eisenhower suivit la progression de la troisième armée. Grâce au rapport de son état-major, le mouvement progressait comme prévu. Malgré les conditions météorologiques, les unités maintenaient leur cohésion. Le système logistique fonctionnait, mais Eisenhower savait que la véritable épreuve surviendrait lorsque les forces de Patton rencontreraient les positions défensives allemandes. Au sud de Bastogne, les forces allemandes défendant les abords étaient redoutables. Plusieurs divisions occupaient des positions préparées. Elles comprenaient que le fait d'empêcher le débarquement américain de Bastogne était essentiel au succès de l'offensive. Dans son ensemble, elles se battraient déterminément pour stopper l'avancée de Patton. Le 22 décembre, les rapports confirmèrent que la troisième armée avait commencé l'attaque comme prévu. La réaction d'Eisenhower fut mesurée. Il félicita Patton pour le succès du déploiement. Mais il soumit à souligner que la prise de Bastogne n'était que le premier objectif. La troisième armée devait maintenir la pression offensive, repousser les contre-attaques allemandes et ouvrir des voies de ravitaillement vers la ville assiégée. Eisenhower commença également à planifier la contre-offensive de plus grande envergure qui permettrait d'éliminer toute la percée allemande. Les forces de Montgomery attaqueraient depuis le nord. Les forces de Patton progresseraient depuis le sud. Ensemble, elles devaient encercler et détruire les forces allemandes qui avaient pénétré les lignes alliées. Mais tout cela dépendait de la réussite de Patton à secourir Bastogne en premier. Le 22 décembre, 26 décembre 1944, l'attaque de Patton vers le nord, en direction de Bastogne, se heurta exactement à la résistance que les commandants allemands avaient préparée. La 4e division blindée mena l'assaut sur la route N4 depuis Arlan vers Bastogne, environ 40 km de route enneigée défendue par des forces allemandes déterminées. Qui savait que tenir cette route signifiait tenir Bastogne? Le commandement de combat a, sous les ordres du lieutenant-colonel Abrams, pris la tête des opérations. Abrams était un commandant de chars agressifs, réputé pour ses tactiques audacieuses et sa pression implacable. Son groupe opérationnel était composé de chars Sherman, d'infanterie blindée et de semi-chenillés, de chasseurs de chars et d'artillerie de soutien.
Ils attaquèrent l'autoroute et les colonnes blindées, engageant les positions allemandes aux abords des villes et au carrefour. Les combats furent immédiats et intenses. Les forces allemandes avaient établi des positions défensives dans chaque village le long de la route. Des équipes anti-chars Panzerfaust attendaient dans les bâtiments. L'artillerie était prépositionnée au carrefour. Des nids de mitrailleuses couvraient les accès. Chaque village se transformait en champ de bataille miniature, obligeant l'infanterie à nettoyer les bâtiments, tandis que les chars fournissaient un appui-feu. Les conditions météorologiques continuaient d'entraver les opérations. La neige tombait sans cesse, réduisant la visibilité. Les routes étaient verglacées, rendant les manœuvres des véhicules difficiles. L'appui aérien, qui avait été décisif lors des précédentes opérations de la 3e armée, était cloué au sol par les nuages et la neige. L'avancée se transforma en une bataille acharnée d'infanterie blindée, sans l'écrasante puissance de feu dont bénéficiaient habituellement les forces américaines. La progression se mesurait en centaines de mètres par heure. Les rapports d'après-action de la 4e division blindée décrivaient une progression constante, mais à un rythme bien plus lent que celui souhaité par Patton. Les contre-attaques allemandes frappaient les colonnes américaines. À plusieurs reprises, des escarmouches éclataient. Constamment, l'infanterie allemande tentant d'infiltrer les positions américaines en progression. Derrière la 4e division blindée, les 26e et 80e divisions d'infanterie se déployèrent en formation d'attaque. Leur mission était d'élargir le couloir vers Bastogne, de protéger les flancs de la 4e division blindée et d'empêcher les forces allemandes de couper la voie de ravitaillement une fois ouverte. Les divisions d'infanterie progressèrent dans les mêmes conditions extrêmes. Neige froide, visibilité réduite et résistance acharnée de l'ennemi. À Bastogne, la situation de la 101e division aéroportée se détériorait. Le 22 décembre, la garnison était encerclée depuis 3 jours. Les munitions étaient rationnées. Les fournitures médicales étaient au plus bas. La nourriture était rare. Le beau temps du 23 décembre permit des parachutages de ravitaillement qui atténuèrent temporairement la crise. Mais chacun à Bastogne savait que sa survie dépendait de l'arrivée des secours avant que les approvisionnements ne soient à nouveau épuisés ou que les forces allemandes ne lancent un assaut qui submergerait les défenses. Patton suivait la bataille depuis son quartier général, recevant des mises à jour toutes les quelques heures. La progression de la 4e division blindée n'était pas aussi rapide qu'il le souhaitait, mais elle était constante. Les unités maintenaient la pression. Les positions défensives allemandes étaient réduites systématiquement, mais le temps pressait. Bastogne ne pouvait pas tenir indéfiniment. Le 26 décembre, la percée eut lieu. Le lieutenant-colonel Abrams organisa un groupe d'intervention autour de la compagnie C du 37e bataillon de chars et d'éléments du 53e bataillon d'infanterie blindée. Leur objectif était de progresser directement sur la route d'Asninoa à Bastogne, soit environ 6,5 km, en traversant toute résistance allemande rencontrée. L'attaque serait un assaut direct, basculant avant que les forces allemandes ne puissent organiser une riposte efficace. À 15 heures, le groupe d'intervention d'Abrams lança l'attaque. Chars Sherman et semi-chenillés d'infanterie blindée